les gars, c'est Jean-Patrick Giacomo. Aujourd'hui, on est à Saint-Étienne, dans les locaux de l'IRMIS. Et plus particulièrement, je suis avec deux invités de marque avec qui on travaille sur les ischio-jambiers. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Jérémy Rossi, qui est directeur du laboratoire l'IRMIS, et Jean-Benoît Morin, qui est directeur du STAPS. Donc tous deux sont membres du laboratoire LIB et IBM. Donc aujourd'hui, cette vidéo, on la lance pour répondre à une thématique précise sur les ischio-jambiers et en particulier sur l'évaluation, plus précisément parce que c'est de cette façon que l'AMTEC est utilisé dans ces locaux. Et tout le but de cette vidéo, ça va être de se questionner sur quelle est l'approche de l'évaluation sur les ischio-jambiers et en particulier sur le travail qui est mis en place ici. Donc je vais donner la parole rapidement à Jérémy, s'il veut bien, s'il veut ajouter des informations sur son quotidien et sa fonction dans cette structure. Puis après, je demanderai à Jean-Benoît aussi de faire pareil. Merci Jean-Patrick. Donc effectivement, on est ici dans l'Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport. Donc c'est une plateforme technologique qui globalement a pour objectif de mettre à disposition des moyens d'évaluation, des espaces, des ressources humaines pour mettre en place des projets de recherche, mais aussi des projets en lien avec des sportifs ou des patients. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on est amené à utiliser le HubTech. Super. JB, si tu veux nous donner un petit peu ton quotidien rapidement pour qu'on prenne la dimension de ton travail ici. On l'utilise donc pour de l'évaluation, on l'utilise aussi pour de la formation, c'est-à-dire qu'on essaie un peu aussi de former les cliniciens, les kinés, les médecins, les préparateurs physiques à l'évaluation par exemple des ischios. Okay. Et dans cette formation un peu multicarte, on inclut des évaluations entre guillemets modernes ou différentes, comme le HubTech. On a des évaluations classiques comme des tests isocinétiques et on vient aussi discuter de ce que ça peut apporter. Ok, super. La première question que je souhaite aborder avec mes invités aujourd'hui et qui m'intéresse, c'est pourquoi vous vous êtes intéressé à cette technologie plutôt que d'autres à la limite. Alors je sais que vous avez beaucoup de matériel d'évaluation sur le plateau technique. Mais l'idée, c'est de comprendre un petit peu votre approche. Pourquoi cet outil s'est distingué et comment vous pouvez le justifier à ce niveau. Je pense que le premier élément, c'est que c'est un outil qui vient en complément d'outils déjà existants, qui permet d'avoir justement une vision un peu plus large des qualités qu'on peut évaluer au niveau des ischios, dans des configurations qui sont un peu différentes et complémentaires. C'est-à-dire que si on prend l'ergométrie isocinétique, on va effectivement évaluer les qualités de force des ischio-jambiers à une vitesse donnée, en utilisant uniquement comme variation la position du genou. Alors que là où le HubTech va nous permettre notamment de faire varier cette longueur musculaire avec des implications notamment du bassin qui pourront être différentes. D'accord. Ok, donc la dimension de se rapprocher du mouvement humain, et finalement, était quelque chose, un critère qui était important dans votre choix. Ok. Donc effectivement, c'est dans l'innovation, hein, si vous découvrez un petit peu cet outil, effectivement, un des apports innovants qui était intéressant, c'était d'aller sur un mouvement biarticulaire. Donc je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Il y a pas mal de choses qui sont disponibles sur le net. Et effectivement, on est parti sur l'idée de dire un ischio, s'il est fait pour travailler en biarticulaire, de façon anatomique, quand on veut l'utiliser en training ou en testing, c'est quand même bien d'aller sur ce schéma-là. Et effectivement, il y a très peu de solutions qui permettent de le faire aujourd'hui. Et cette solution va dans ce sens. Ouais. Alors, je peux ajouter un truc important, c'est qu'en fait, ici, on développe aussi beaucoup d'outils qui permettent d'aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a une grosse plateforme dans nos murs, mais on a aussi la possibilité d'aller évaluer des choses au plus près des athlètes.
Et de mon point de vue, le MTech permet ça par rapport à des machines isocinétiques ou d'autres machines. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si demain on doit évaluer je sais pas, des joueurs de basket en contexte, dans leur club, dans leur salle, on est transportable et on est portable. Ouais. Donc ça permet aussi ça, c'est-à-dire que ça se rapproche du geste sportif dans la biomécanique globale du test et ça se rapproche du sportif dans l'aspect pratique. Ouais. Ok, super. On va poursuivre sur l'expérience. L'idée, et ce qui m'intéresse aussi quand je fais ces vidéos, c'est de m'enrichir des expériences des utilisateurs. Et là, on a la chance que ici, il y a pas mal de sportifs qui circulent, dont des sportifs de haut niveau, hein. Donc on pourrait en parler. Et donc moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment l'outil aujourd'hui il est utilisé concrètement sur le terrain pour répondre à quelles problématiques, quelles questions, comment il est utilisé en complément d'autres outils de manière à répondre à des hypothèses, des interrogations sur les athlètes. Donc voilà, on va évoquer ça ensemble et je vais laisser Jean-Benoît ou Jérémy prendre la parole là-dessus pour que voilà, on puisse savoir comment ils se projettent, quels protocoles ils utilisent principalement. Voilà, il y a plusieurs façons de travailler sur la technologie, en isométrie, en excentrique par exemple. Et voilà, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment c'est utilisé, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui peut-être fonctionne moins bien ou qui doit être approfondi, voilà, pour avancer sur ces problématiques d'ISCO. Peut-être je te laisserai faire après les sport co. On étudie ou on évalue des athlètes individuels parfois. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir cet outil pour, si on a besoin de cocher la case ischio-jambier dans la fonction spécifique de la course, soit en testing, soit en entraînement, on sait qu'on a l'outil pour. Ça permet aussi parfois avec certains athlètes de commencer dans des conditions de contraintes très faibles, c'est-à-dire des athlètes qui n'ont pas l'habitude de ce type de testing ou qui veulent commencer avec des contraintes faibles, on peut gérer ça avec cette machine. Et après, on peut aller individuellement vers ce que l'on veut évaluer. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut évaluer de la symétrie, est-ce qu'on veut évaluer des niveaux de force maximale? Si oui, dans quel contexte? Donc là, on travaille individuel dans l'évaluation. Et puis, on travaille aussi individuel dans l'entraînement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup développé, mais qui est possible. C'est-à-dire de faire des séances spécifiques ciblées, ce qui est beaucoup plus facile dans le contexte d'un club, mais qu'on pourrait faire. Et la dernière utilisation qu'on pourrait en avoir ici, c'est une utilisation orientée recherche. C'est-à-dire si on fait des recherches qui impliquent d'évaluer la force des ischios, on a l'outil qui permet de le faire. Alors c'est ce que certains labos comme à Nice sont en train de mettre en place. Mais là, on a cette possibilité-là. Okay. Et après, sur les sport co, Jérémy va un peu, je pense, parler de la façon d'évaluer des groupes. Et voilà, en gros, ce qui est intéressant que j'ai oublié de dire, c'est en gros quel est le service que vous proposez pour les gens qui sont extérieurs de l'établissement. Comment vous fonctionnez, voilà, quel service finalement vous proposez aux sportifs aujourd'hui. Ouais. Comme dit GJB, aujourd'hui, on peut distinguer deux approches. L'approche, on va dire, qui est l'intégration du MTech dans le cadre de projets de recherche. Ça, c'est, on va dire, le premier travail que l'on peut conduire ici. Et puis après, c'est répondre à des besoins auprès d'athlètes dans un objectif de prévention, dans un objectif d'évaluation suite à une blessure, consécutif à une blessure. Et du coup, dans ce cadre-là, on peut avoir deux populations, c'est-à-dire soit des populations de type sprinter, ou on va dire sport individuel, et puis dans un autre contexte, on peut avoir plutôt des sports co, type football ou basket. Ça représente quoi en termes de passage sur une année? Est-ce que c'est un service qui... Voilà, ça peut représenter quoi, par exemple, en termes même de diversité d'activités, de disciplines que vous avez déjà passé? Bon, tu l'as un peu évoqué là, mais est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent, régulier, ou très ponctuel? Sur le sport co, c'est récurrent, parce que ça s'inscrit dans une logique d'évaluation et de monitoring au cours de l'année. Là où pour les sports plutôt indiv, ce serait une réponse ponctuelle suite à une sollicitation. Okay. Ce qu'on peut rajouter dans le cadre des sport co, c'est qu'on est plutôt dans une approche de prévention en amont de la blessure, c'est-à-dire que le but c'est d'aller caractériser et cartographier les asymétries potentielles
de mettre en place un programme associé si on estime que globalement les asymétries sont trop importantes. Et au regard de toutes les datas qui sont collectées, c'est aussi se projeter dans la construction d'une base de données qu'on pourrait appeler normative. Parce qu'aujourd'hui, l'une des difficultés, c'est toujours de positionner les valeurs obtenues sur un athlète par rapport à une population de pratiquants qu'il représente. C'est clair. Et pour rebondir là-dessus, la première chose qu'on me demandait quand on lançait les tests avec les structures avec lesquelles on travaillait là, il y a 2-3 ans, au lancement de la technologie, c'était OK, on a passé les tests. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? C'est bon ou pas bon? Et effectivement, nous, voilà, tout le travail, c'est de normer au bout d'un moment et d'emmener une approche déjà au sein d'un groupe, parce qu'au début, on n'a pas cette base de données qui prend une large population d'une même discipline, d'un même niveau. Du coup, il fallait très rapidement répondre à cette question-là. Du coup, nous, on s'est basé, on travaille sur des méthodes statistiques, Z-score, T-score, avec les méthodes des écarts types. Et du coup, ça nous permet déjà, sur un groupe de 25-30 athlètes, de répondre et de normer au sein du groupe. Et on s'est aperçu que c'est déjà un outil puissant pour déjà avancer et commencer. Sachant qu'en plus, quand on veut élargir et qu'on va comparer différentes structures, des fois on pense bien faire parce qu'on va élargir le groupe, mais finalement on peut se court-circuiter parce que les groupes sont tellement hétérogènes dans leur pratique, etc., que finalement, déjà la vue intra-groupe est déjà intéressante. Et du coup, nous on fonctionnait comme ça déjà pour normer. Par contre, c'est vrai que si tu fonctionnes sur une discipline individuelle, c'est déjà plus dur parce que tu as 3-4 sujets et là tu peux pas faire cette comparaison. Ouais, après, je pense que dans ces contextes-là, ce qui est intéressant, c'est de créer ses propres bases de données avec de la récurrence et avec c'est-à-dire que tu fais ta première évaluation, en gros, elle ne veut pas dire grand-chose si tu n'as pas le contexte existant. Tu bosses avec un joueur de tennis ou avec un athlète. Par contre, la deuxième évaluation dans le contexte, puis la troisième, puis la cinquième, etc., là, elles vont commencer à te dire beaucoup plus de choses. Exactement. Donc, c'est aussi un peu l'intérêt de l'outil, c'est que le testing est relativement simple et relativement peu coûteux en termes d'investissement, en termes neuromusculaires. Et donc, ça peut s'installer dans le temps. En termes de protocole, on avait déjà un peu discuté ensemble là-dessus. Si je dis pas de bêtises, vous étiez plutôt aujourd'hui sur de l'isométrie en test. J'imagine que dans certaines conditions, vous avez peut-être déjà parti sur de l'excentrique, je ne sais pas. Mais l'idée là, c'est du coup de faire un focus sur ce test isométrique, de faire partager un peu de l'information là-dessus. Je vais juste introduire un petit peu d'où vient ce test. Puis après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu de l'info sur ce que vous avez obtenu. Donc c'est un test isométrique qu'on a voulu simplifier au maximum. Donc ce test, on l'a validé en même temps que la repro de l'outil. Donc c'est un travail qu'on avait fait en collaboration avec Jean-Benoît Morin quand il était encore sur l'Université de Nice. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que on a été, notre guide, c'était le terrain. Et on s'était dit, on en parlait encore tout à l'heure ensemble, il y a des batteries, des fois c'est lourd pour les gens de terrain et c'est un frein à l'utiliser. Donc l'idée c'était de dire, ok, on va essayer d'emmener des outils de type labo, on va dire, mais qui sont transférables sur le terrain. Et du coup, ce protocole, on l'a simplifié à fond. Et on est arrivé à dire, en faisant 2 contractions de 2 secondes maximales, on peut avoir 2 variables intéressantes qui sont la montée de force explosive. Donc on s'est attardé sur le 100 millisecondes. On va aussi chercher le 200, mais on s'est attardé sur le 100 millisecondes par rapport à l'expression de force. Tu le sais plus mieux que moi. Sur le cycle de course, on n'a pas 2 secondes pour exprimer sa force. Donc la revue de littérature va dans ce sens de dire c'est bien d'être fort, mais encore une fois, qu'est-ce que tu sais faire à 100 millisecondes? C'est différent. Donc on a cette montée en force qui est repro sur 2 essais, donc c'est intéressant, parce que d'habitude en labo on est plutôt sur 3 à 5 essais. Donc là c'était intéressant de montrer qu'on arrive quand même à faire des choses propres.
Et on a aussi au cours de ce test de 2 secondes d'effort un plateau de force max. Et ce qui est intéressant, c'est que donc avec ces 2 variables, justement, on a une vue déjà un peu plus large que juste un pic de force. Donc voilà, on va parler de tout ça. Moi, j'ai pas mal d'infos aussi qui vont enrichir la discussion. Concrètement, les sportifs que vous avez pu faire passer sur de l'isométrie comme ça, est-ce qu'aujourd'hui vous avez obtenu des infos qui vont dans le bon sens de l'analyse et de l'interprétation dans le contexte justement? Est-ce que ça a apporté des confortations ou pas? Si c'est pas le cas, peut-être qu'on discutera de comment aller plus loin et comment faire. Voilà, si vous voulez vous passer là-dessus. En ce qui concerne les aspects sport-co, le test isométrique aujourd'hui, il est principalement utilisé pour évaluer la force max. Okay. On n'est pas forcément, on s'est pas forcément attardé sur le RFD, pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est de voir déjà sur le niveau de force max les déséquilibres que l'on peut avoir entre les 2 jambes. Et ce qui est mis en place ici, c'est de pouvoir associer cette asymétrie aussi, on va dire, quand on le recontextualise à la course, parce que les athlètes, on peut aussi les faire passer sur un tapis instrumenté, ce qui permet de revoir globalement de façon isolée, effectivement, on observe des asymétries, quelles conséquences elles peuvent avoir sur le plan moteur lorsque le sujet court. Donc on va dire sur le sport co en conditions de labo, c'est aujourd'hui ce qui est mis en place. D'accord. Nous, tu vois, on a fait un focus là assez récemment volontaire sur l'exploitation de cette donnée justement explosive. Et ce qui était intéressant justement, c'est qu'elle vient compléter ce que tu peux obtenir sur cette force max. Je te donne rapidement un exemple. On en avait parlé là justement il n'y a pas longtemps. C'est si on regarde que la force max, effectivement, tu as déjà un bon indice parce que tu as cette imbalance droite-gauche qui est accessible. Mais en rajoutant cette variable explosive, tu peux justement discriminer la qualité neuromusculaire de façon plus profonde. Et voilà un exemple rapide, tu peux être fort de façon équilibrée en force max. Complètement. Et on s'est aperçu que par contre en explosivité, tu peux être complètement... Donc voilà, sur une entorse de genou, on en parlait à midi, tu peux être équilibré en force max et par contre en explosivité, tu peux avoir 50% de déséquilibre. Et pour moi, l'aspect intéressant des choses aussi, c'est que tu peux faire de l'unilatéral, entre guillemets, du vrai unilatéral, c'est-à-dire tester chaque côté séparément, indépendamment de leur différence quand tu fais du bilatéral. Et pour moi, c'est ce que la machine apporte par rapport à d'autres modes d'évaluation des ischios, c'est le support du tronc qui permet de vraiment neutraliser l'effet de cette masse qui est lourde parfois sur le reste, et c'est la possibilité de tester du vrai unilatéral. Alors moi, classiquement, si en bilatéral j'ai 15% d'écart en force max, j'ai pas fait le RFD, mais j'ai 45% d'écart en unilatéral. Donc en fait, si tu ne me testes pas en unilatéral, tu rates l'info, ou tu sous-estimes énormément mon déficit. Et l'autre aspect des choses, c'est la longueur, c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des tests à différentes longueurs, parce que de la même façon, tu peux avoir des gens qui ont très peu d'asymétrie à une certaine longueur et énormément d'asymétrie à une autre longueur, et cette longueur-là va être celle de leurs activités et de leur, entre guillemets, de leurs contraintes mécaniques. Donc ça te permet quand même de mieux identifier les choses au-delà de ça c'est ta force max et point barre. C'est important ce que tu évoques, et souvent j'ai la question qui revient. On me demande ok, la position, alors on n'a pas encore parlé de cette position qu'on a validée nous, mais ils me demandent souvent est-ce que c'est cette position qui permet de développer le plus de force. Et on sent que derrière, ce qui les intéresse en tant qu'utilisateur, c'est de dire moi je veux tester à force max. Et ce qu'on répond, je pense que vous avez la même approche, mais nous ce que je réponds, c'est de dire effectivement c'est pas là qu'on développe la force max. Par contre,
c'est là qu'on veut être costaud pour la contrainte. problématique du sprint, en l'occurrence, parce que c'est dans cette longueur-là, avec cette relation cinématique en genou précisément, qu'il faut être résistant. En fait, c'est tout le paradoxe de la course à pied, c'est que sur les ischios notamment, les actions sont très souvent des actions à grande longueur. Et la relation force-longueur de ce groupe musculaire-là te dit que leur force max, elle est à faible longueur, ou plus faible longueur, à des longueurs qui sont presque pas, entre guillemets, physiologiques, mais on s'en fiche en fait. Ouais. Parce que ce qui compte, c'est pas d'être fort dans la zone optimale force-longueur, c'est d'être fort dans la zone de contrainte mécanique de l'exercice. Et là, il peut y avoir des grosses différences. Et pour revenir sur la position, du coup, donc le test ISO, et c'est là qu'il y a une innovation qui intéresse, j'imagine, c'est qu'on fait une photo de la force sur cette longueur qu'on vient de parler qui est critique. Et en fait, cette longueur, elle a été tirée du terrain, avec toute la littérature qui vient appuyer cette direction, qui dit que, parce qu'il y a débat quand même dans la littérature, on a un débat sur est-ce que ça se passe sur la phase de stance ou est-ce que ça se passe sur la phase de lead swing, au milieu du sprint. Et on va dire qu'il y a un plus grand courant qui vient appuyer sur la phase de lead swing. Et pour bien comprendre un petit peu cette usure de l'ischio sur le sprint, on pourrait caricaturer un petit peu et vulgariser pour que tout le monde comprenne que l'usure de l'ischio est due en fait à la phase avant sur lead swing qui est récurrente à chaque cycle. Et le travail de l'ischio sur cette phase-là consiste en fait à freiner l'extension de genou. Et c'est répété, c'est répété. Et du coup, c'est ça qui use l'ischio. Ça ne veut pas dire que ça casse, ça va lâcher là. En tout cas, ça lâche des fois là, hein, pas de souci. Mais des fois, c'est vrai que ça peut lâcher sur la phase de poussée. Et c'est ce qui, des fois, fait un peu un malentendu. Et il y en a qui disent ouais, mais je me suis pété, mais c'est parce que quand j'ai poussé. Et par contre, ce qu'il a usé, c'est le cycle avant. Et après, ça peut péter, effectivement. Parce qu'il faut savoir que quand il y a la poussée au sol, il ne se passe pas rien dans l'ischio. Hein. Mais c'est encore au-dessus quand c'est sur la phase avant. Ok. Est-ce que vous avez un peu de recul sur la corrélation? Est-ce que vous l'avez vécu en fait? Parce que moi, après, j'évoquerai vite fait cette fenêtre pour vous faire partager mon expérience là-dessus. Mais est-ce que vous avez vécu des corrélations sur des déficits marqués que vous avez pu avoir et des historiques de blessures? Ou est-ce que c'était pas clair? Est-ce que c'est des choses que vous avez réussi à voir ou pas? Pas de façon très marquée, Non. claire. Des historiques de blessures ischio ou Ouais, des historiques de alors blessures, je précise, ischio, LCA opéré et éventuellement menisque. Non, enfin, Ok. moi non. Après, le truc, c'est qu'en fait, on a rarement eu des évaluations sur des athlètes post-blessure récentes. D'accord. Et en gros, si tu prends un athlète à 28 ans, très souvent, tu as de l'historique. Ouais, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tu as de l'historique récente qui manifeste un truc, tu vois. Ok. Pour répondre un peu à cette question par rapport à ce qu'on a engrangé comme données, et tout ça pour dire que le test ISO est déjà quelque chose, c'est déjà un outil qui est puissant en soi. C'est pas complet, mais c'est déjà puissant. C'est que nous, on a réussi justement à faire cette corrélation. Donc en fait, ça fait 2-3 saisons qu'on fait passer des rugbyman du top 14 et des joueurs de Ligue 1. Et on a eu une bonne corrélation entre l'historique de ces joueurs qui passaient. Donc on leur faisait remplir un questionnaire. Et précisément, LCA, déchirure ischio, ménisque. Et effectivement, quand on avait des gros déficits marqués, on a réussi à montrer que ce déficit, on l'expliquait par rapport à ce qu'il venait de nous dire dans le questionnaire. Donc c'était encourageant. Pour nous, c'était de l'info et on se disait, tiens, ok, en isométrie, finalement, on a déjà de l'info. Parce que c'est pareil, il y a du débat sur isométrie ou excentrique, ou les deux, ou pas. Et du coup, le message, c'est de dire, déjà, en faisant un test ISO, on peut espérer déjà avoir de l'info comme ça pour orienter un début de saison, par exemple, etc. Voilà. Ok. Ce qu'on peut quand même rajouter sur cette notion-là pour
arriver à mettre en évidence ces corrélations, c'est ce que disait un peu JB, c'est la récurrence des évaluations pour justement avoir un point d'évaluation qui soit au plus proche de malheureusement de la survenue de la blessure, parce que il peut, au cours de quelques semaines, ça peut fortement évoluer. Et c'est là où l'outil, je le trouve, est plutôt intéressant et pertinent, c'est que il est très facile d'approche, ce qui globalement permet un usage, j'ai envie de dire, récurrent, mais aussi de quasiment n'importe qui peut prendre en main l'outil. Donc en fait, ça peut s'inscrire parfaitement dans une séance de muscu ou dans le quotidien des... Mais là, tu touches un point important, c'est la limite de l'évaluation unique. À un moment T, tu fais une photo et finalement, tu te sers de ça pour toute la saison. C'est sûr que c'est pas beaucoup de choses pendant la saison. Le sportif a pu progresser ou régresser et du coup, ta mesure, forcément, elle n'est plus mise à jour. Donc, je suis d'accord, c'est quelque chose c'est le message aussi qu'on veut faire passer, c'est de dire, c'est bien de faire des mesures, mais si possible, il faut les faire de façon récurrente pour qu'on ait des mesures fraîches. Et du coup, ça ouvre la piste du monitoring, fatigue, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études dans la littérature, finalement, qui essayent de faire du suivi d'indices de blessures, de prévision de blessures suite à un test unique. Et on a tous compris les limites que ça peut ouvrir. Ouais, mais ça, pour moi, c'est une question de gestion du temps parce que, en fait, pour faire simple, si ces évaluations-là, elles se connaissaient comme ça en 3 secondes, les gens les feraient toutes les semaines. Ah oui, donc le débat, c'est pas est-ce qu'on doit monitorer. Le débat, c'est est-ce qu'on met en place du temps, de l'éducation des athlètes et de l'accès à la technologie pour le faire. Et c'est une question un peu différente. Mais c'est clair que le monitoring, il y a même des études qui comparent la donnée de pré-saison seule à la même variable mesurée régulièrement et qui connecte beaucoup mieux les points. Et parfois même la donnée de pré-saison seule, elle est tellement biaisée par le contexte de pré-saison dans un sens ou dans l'autre c'est pas qu'elle ne veut pas dire grand-chose, mais... C'est un point de départ. Clair là-dessus. Si c'est bien fait, ça peut être un point de départ, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça, puis c'est comme les variables que l'on monitore, c'est-à-dire que vaut mieux avoir un objectif clair et du coup associer les bonnes variables en face des objectifs plutôt que d'essayer de tout mesurer et d'avoir toutes les variables possibles. C'est clair. Et là, c'est bien ce que tu évoques parce que du coup, tu parles d'associer les bonnes variables et dans l'idée de l'évaluation sur cette technologie, finalement ça reprend ton approche de profil force-vitesse. Dans ton approche, finalement, tu as différents indices. Tu n'as pas qu'un chrono. À l'époque, les sprinters, c'était le temps. Le temps faisait foi de la performance. Et puis, vous avez emmené toute cette approche de profil, en fait, avec F0, V0, Pmax, etc. Et j'en passe. Et du coup, tu comprends la performance quand tu associes tout ça. Si tu isoles qu'une, tu n'arrives pas à répondre à la question. Et c'est un peu cette voie. L'idée, c'est de dire, dans la mesure neuromusculaire, jusqu'à présent, on va prendre un pic de force. Et puis on s'arrête là. Alors on va choisir soit si c'est de l'iso, soit de l'excentrique ou quoi, du concentrique, pourquoi pas. Et là, l'idée, c'est d'ouvrir un peu un nouveau champ, et de dire, on va faire un profil neuromusculaire avec de l'isométrique, explosif, force max, en relation avec de l'excentrique. Et puis les pistes qu'on veut développer, c'est tout ce que c'est une notion de fatigue, de force d'endurance, où on veut rejoindre ça. Ça, c'est fondamental pour moi parce que on n'a pas le recul nous ici, mais on l'a sur d'autres variables d'intensité max. Tu peux absolument pas prédire le comportement en situation de fatigue d'un joueur, d'un athlète sur ce test, sur la base du test. Exact. Ce qui veut dire que si toi et moi, on a d'énormes différences en situation de fraîcheur, peut-être qu'on va se retrouver en situation de fatigue. À l'inverse, on va peut-être être identique en situation de fraîcheur et toi, tu vas maintenir, moi, je vais dériver complètement.
Et ça, pour moi, mais sur plein d'autres trucs, hein, Mhm. c'est la prochaine étape du monitoring, notamment des sports co. Mhm. C'est de dire, OK, on essaie d'avoir un puzzle et comme tu le disais, un profil complet. Et on le fait tout le temps en situation de fraîcheur. Ouais. Et il faut qu'on sache comment ce profil il évolue quand le joueur est dans sa fatigue spécifique sport. Exactement. Parce que là aussi, il y a énormément d'infos. Un joueur qui peut être jugé, on va dire, globalement pas mal, pas en danger, il n'y a pas de drapeau rouge en situation de fraîcheur. Peut-être qu'après 45 minutes de jeu de sport co, après 2 cartons de basket, il passe en bas de l'échelle. Et ça, tant que tu ne le sais pas, tu ne peux pas le deviner, c'est pas marqué sur sa figure. Donc ça, c'est l'étape prochaine, mais pour que les gens abordent cette étape-là, il va falloir qu'ils acceptent de faire de l'évaluation en situation de fatigue. Exactement. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais il y a une belle étude qui a montré, c'est avec l'Australien. Ah non, sur la fatigue. Tu connais bien. Blažević. Voilà. Ce papier il est vachement intéressant et justement qui montrait qu'ils ont discriminé le risque de blessure à 100% entre le groupe contrôle et si on testait justement cette force dans des conditions de fatigue. Quand on était en état de fraîcheur, il n'y avait pas de discrimination. Et effectivement, c'est vers là où on veut tendre. Et c'est intéressant parce que, pareil, nous on a du recul maintenant et on peut s'apercevoir que on peut être le plus fort du groupe sur une variable de force max par exemple. Et peut-être qu'il va y avoir un souci et on va se dire, attends, c'est le plus fort et je comprends pas. Pourtant, il y a eu un pépin. Ben, c'est parce que si on regarde un peu plus loin, c'est parce qu'il est peut-être le plus fort du groupe, mais il ne tient pas le match. Une mi-temps, ça l'a réduit déjà de 20%, alors que les autres sont peut-être moins forts, mais qui ne dégradent pas aussi vite. Alors nous, on s'était amusé à Nice, tu te rappelles, avec Andras et Guy, là, à faire un protocole de fatigue sur la machine, à faire un protocole de 10 RM ou de 12 RM, mais du vrai 12 RM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la 13e, et justement pour voir un peu ces cinétiques-là. Et là, pour le coup, il y a deux façons de fatiguer les gens sur les ischios spécifiquement. C'est soit en leur faisant faire les épreuves sportives qui les fatiguent, donc des répétitions de course, du jeu, soit sur la machine, en mixant en fait l'aspect entraînement et l'aspect testing. En fait, on va générer des reps, un peu comme on le ferait sur un test isocinétique classique avec, je sais pas, 30 reps max d'extension du genou. Là, on peut imaginer très facilement... alors à l'époque, on avait utilisé des poids pour alourdir et des élastiques pour freiner. Là maintenant, tu as tout avec la machine pour s'adapter à chacun. Et il y a eu plein d'infos qui étaient sorties de ça. Mais on peut imaginer, voilà, comme tu dis, partir sur un protocole où on peut faire de la fatigue terrain avec un pré et un post-test sur la technologie. Et voilà, mais il y a encore du chemin pour faire accepter les choses. Mais je pense que tout est destiné à ce qu'on s'en move quand même sur ça. Et vous êtes bien placé sur la fatigue ici. Je sais qu'il y a une grosse thématique fatigue. Et voilà, je pense qu'on a fait, entre guillemets, je dirais, on a fait un peu le tour de tout ce qui est force. Par contre, l'aspect fatigue, il y a beaucoup de choses encore à voir. Fatigue et récupération aussi. Et récupération. C'est comment je réagis au cours d'un match, mais comment je récupère aussi... sur le match 3 jours après. C'est ça. C'est clair. C'est ça. Ok. Ce qui m'intéresserait un peu de voir, c'est, je sais pas, c'est de voir avec vous, quand vous faites vos audits avec tout le plateau ici d'évaluation, si vous arrivez à faire un check-up complet des différentes chaînes musculaires ou pas. Est-ce que ça vous est arrivé de dire voilà, on va évaluer la chaîne antérieure par exemple, quadri, au niveau postérieur faire fessier, ischio, mollet. Est-ce que vous avez déjà fait ça et d'essayer de voir si ça arrive fréquemment ou pas, je sais pas, de voir des gens qui ont des chaînes musculaires disproportionnées, une chaîne antérieure par exemple propulsive disproportionnée avec une chaîne antérieure faible. Et je sais que tu abordes beaucoup cette question sur le maillon faible, sur une chaîne musculaire. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est visible chez des sportifs? Est-ce que ça se mesure, en tout cas ici? Est-ce que vous avez vu ce genre de choses ou pas? À la première question qui est, est-ce qu'on a déjà cartographié on va
dire, l'ensemble des groupes musculaires du membre inf, oui, c'est ce qu'on fait en Sportco. On fait ça notamment sur quadri, ischio et fléchisseur plantaire. On évalue aussi plutôt la chaîne psoas, adducteur, abducteur aussi. Donc, quand on fait ça en début de saison, ou comme on a fait là plutôt après une dizaine de journées, on s'aperçoit qu'il y a des différences. Ouais. De là à comment dire, associer ces différences-là avec la survenue de blessures, le lien, on ne l'a pas encore fait parce que à un moment donné, il faut un nombre, un nombre important de data, mais il est clair que quand tu t'amuses déjà à cartographier ischio versus quadri ou adducteur, abducteur. La tendance est plutôt en faveur des quadris. La tendance est en faveur des quadris, la tendance elle est en faveur de certaines personnes où tu te dis waouh, on est sur des niveaux de force qui sont hyper élevés par rapport au gabarit. Donc on observe pas mal de choses. Après, il y a une contrainte, il y a toujours la contrainte en fait du choix en fonction de la spécialité sportive, en fonction de la pertinence de l'évaluation. Il y a des disciplines sportives où certaines évaluations de certains groupes musculaires sont moins pertinents, et en fonction de la durée en fait que les staffs et les athlètes veulent bien donner au test, parce que à chaque fois que tu rajoutes un groupe musculaire dans ta phrase, tu rajoutes 15-20 minutes de testing dans un contexte où il faut tout mesurer en moins de 10 minutes. Donc, mais voilà, sur des sports où il y a vraiment du multidirectionnel et à peu près toutes les chaînes de sollicité, tu as cette cartographie qui est possible. Après, la cartographie, quand on dit qu'il faut avoir plusieurs points d'évaluation, il faut s'entendre sur plusieurs points d'évaluation. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les évals elles soient dans une échelle temporelle où on peut s'attendre à avoir des variations. Tu vois, il faut, moi je ne dis pas qu'il faut évaluer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Si déjà tu arrives à évaluer quasiment à chaque trêve par bloc de 2 mois, je pense que déjà tu peux avoir des choses, déjà intéressant, bien sûr, des choses intéressantes. Mais c'est vrai que souvent la problématique c'est le temps. Donc du coup on fait ou on fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Et des fois c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps. Ouais, je te coupe là-dessus. La problématique du temps, c'est pas une problématique de temps, c'est une problématique de décision en fait, une problématique de management. Tu as le temps pour tout faire. Je pense. Donc la problématique du temps, elle vient recouvrir une problématique de décision. Parce que tu prends des sportifs professionnels, il y a des choses qu'ils font dans leur semaine qui prennent énormément de temps. Donc, parce qu'on a décidé de les faire en fait. Bien sûr. Donc, après, je pense qu'il faut choisir ces évaluations aussi en fonction de la situation, du contexte dans la structure où on est. Il n'y a pas peut-être de généralité à faire, mais si on est face à une problématique, en l'occurrence ischio, se priver d'aller mettre en place des tests qui vont dans ce sens, peut-être c'est une erreur. Et c'est aussi une problématique individuelle, parce que tu peux concevoir que même dans un groupe de sport co, il y a certaines évaluations chez certains joueurs qui sont probablement pas pertinentes et qui sont prioritaires pour d'autres. Tu vois, donc tu peux aussi décider de grader un peu les choses plutôt que de dire à la militaire on va tous partir sur ce test-là. C'est ça. Tu vois. Moi c'est ce que j'essaye de faire passer aussi. Souvent ils me disent qu'est-ce qu'on fait. Alors les personnes qui ont accès à la technologie, qu'est-ce qu'on fait, quand, combien de fois, et je dis écoutez, faites déjà la priorité, faites passer les personnes qui sont identifiées, sensibles et à risque, exposées à ça. Et puis déjà une fois que vous avez fait ça, vous verrez, vous allez enchaîner. Parce que souvent ils s'arrêtent, ils disent mais moi j'ai, dans le rugby, donc on a la chance de travailler avec le MHR à Montpellier, et c'est 50 joueurs, mais pourtant ils arrivent à travailler avec. Donc après c'est une question de volonté, mais c'est surtout d'individualiser et de faire les choses en fonction. J'ajouterais que le laboratoire de l'IRMIS est un laboratoire qui est intéressant en termes de relations pour moi, parce que c'est un des premiers en fait
établissement qui a pris l'initiative de faire confiance et de se lancer dans l'innovation. Et du coup, je dirais, c'est un des établissements qui a le plus d'expérience aujourd'hui, avec le Montpellier aussi, et d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Et voilà, c'était intéressant aujourd'hui de faire, après, je pense, 3 ans à peu près, 2-3 ans, 2020. 3 ans, faire un peu un point de comment c'est utilisé. Donc voilà, là en l'occurrence, c'est utilisé sur de l'évaluation. Sachant qu'il y a quand même tout le versant training qui va sûrement être utilisé quand il y aura des possibilités. Ok, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie encore une fois Jérémy et Jean-Benoît pour le temps qu'ils ont pris pour la participation de cette vidéo. Dans l'idée, voilà, il y a des vidéos qui vont essayer de venir assez fréquemment et en priorité avec les utilisateurs de la technologie. Donc là, peut-être prochainement, vous verrez, on sera avec Benjamin Delmoral. Si ça peut se faire pour remonter l'expérience de terrain qu'ils ont eux avec le rugby. Et du coup, ce sera intéressant parce que ça sera complémentaire à ce qu'on a pu échanger là. Sachant que dans le rugby, ils sont vraiment focus training. Je dirais que la tendance, elle est à l'opposé d'ici. Eux, ils sont vraiment, voilà, ils ont cette capacité, cette possibilité de l'utiliser sur l'entraînement. Et du coup, ça sera complémentaire à ce qu'on a évoqué ici. Ok, je vous remercie.